Bonjour à tous. Bonjour à tous. Est-ce que vous voudriez partager le live, mes chers amis? Est-ce que vous voudriez partager le live? En fait, avec les Camerounais, la fameuse phrase la vérité, l'ascenseur prend l'escalier et la vérité prend le mensonge. La vérité prend l'escalier. Bah, ça se vérifie énormément, hein, les gars. Hein. C'est-à-dire que quand vous écoutez une nana déblatérer, mentir, vous partagez. Par contre, quand il y a une personne qui rétablit la vérité, bah, ça partage moins. Parce que, vous savez, j'ai constaté un certain nombre une chose, en fait. Vous avez des personnes qui, quand ils sont vos amis, ils considèrent qu'ils doivent vous dire qui fréquenter, qui liker, machin bidule. C'est bien que quand vous partagez certaines publications, ils déboulent dans votre inbox pour vous poser des questions. J'ai souvent reçu des captures d'écran comme ça, des mecs qui remettaient qui remettaient à leur place certains membres de leur famille, certains amis, des choses comme ça. Parce qu'ils ont partagé une publication, on leur demande pas qu'est-ce que tu trouves d'intéressant dans la publication. Non, on vient directement leur dire, parce que le personnage est sujet à polémique, tu ne devrais pas partager sa publication, parce que. Donc, en fait, au final, on est beaucoup moins emmerdé quand on partage les publications d'un menteur lisse. Voilà. Quand vous partagez les publications d'un menteur lisse, bah, vous n'êtes pas emmerdé, quoi. Donc, voilà. Ce qui fait que les menteurs, quand ils perdent leur page, ils se refont une santé assez rapidement. Hein. Vous inquiétez pas pour ça. Hein. Par contre, nous, quand on perd des pages, si vous ne faites pas des lives tous les jours, bah, c'est mort. Il n'y a pas quelqu'un qui va se dire, tiens, voilà la nouvelle page. Bah, je vais la partager quand même, parce que c'est la page de la contradiction. Et moi, j'observe aussi un phénomène assez drôle sur la toile. Hein. C'est que mes vidéos font plus d'audience quand elles sont partagées par quelqu'un d'autre que moi. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou, j'adore ça. Quand je vais publier une vidéo, elle va faire quoi? 4000, 5000 vues. Quand tu as un mec qui prend ma vidéo sur YouTube, il va faire 25 000 vues avec. Ah, les Camerounais, vous êtes une sacrée marque de personnes, comme j'ai l'habitude de dire. Parce que pour moi, vous êtes des marques. Vous n'êtes pas des êtres humains. Et donc, ce qui fait que oui. Sinon, je revenais ce matin sur un truc en communication qui est très intéressant, qui méritait un petit peu de creuser. Hein. Donc, moi, je rappelle que la règle d'or de la communication, je l'ai mis en texte. Hein, je l'ai mis en texte. Donc, la dernière fois, vendredi, c'est vendredi. Non, on est quand là? On est jeudi. Avant-hier, mardi, je crois que j'ai fait une vidéo où je parlais du détour, en fait. Et moi, quand j'ai simplement regardé le trajet, j'ai vu que quand vous partez de Montaigu à Paris, directement, vous mettez 397 km. Quand vous partez de Montaigu à Paris en passant par Fès, vous mettez 480 km. Et dans certains cas, c'est même plus rapide. C'est-à-dire que quand vous avez des bouchons sur la route, faire un détour par là-bas peut ne pas te considérablement augmenter ton temps de parcours. Donc, en fait, au final, je vous avais dit que c'était un détour qui faisait à peu près 1h40. Mais en fait, non, c'est un détour de même pas. C'est un détour de 100 km, c'est clair. Mais en termes de temps, ça ne veut rien dire. Mais voilà un détour qui va alimenter le jukebox. Vous savez, le jukebox, c'est cette vieille machine qu'on avait dans des anciens bars à l'époque. Tu arrivais, quand tu voulais écouter une musique, tu mettais une pièce dans la machine, elle jouait la musique que tu avais envie. Et ensuite, si tu voulais qu'elle reprenne, tu remets une autre pièce. Donc, en général, quand tu veux que la musique recommence, bah, tu remets une pièce dans le jukebox pour qu'il recommence à jouer, quoi. Voilà. Et donc, en gros, si on a fait 5000 likes, 25 000 heures de live sur Samuel Eto'o, bah, cette petite photo va donner l'occasion de refaire 25 000 autres likes. Et je pense que ça s'appelle donner du boulot, quoi. Ça s'appelle donner du boulot. Parce que vous pouvez aussi longtemps parler d'une personne, tant que vous n'avez que des affirmations non étayées, ça ne reste que des histoires. Et en fait, quand les histoires ne collent pas au personnage, ça s'appelle faire un homme de paille. Moi, perso, je ne porterai même jamais plainte pour une connerie pareille. Moi, je ne porterai jamais plainte, en fait. Moi, je peux pas me... Si je devais aller porter plainte aux gens qui m'ont diffamé sur la toile... Non, je trouve que plutôt que d'aller perdre le temps en avocat et tout le Bataclan, tu fais une réponse comme ça, là, comme celle que Samuel Eto'o a fait. Tu égalises. Tu remets l'église au centre de la place, et puis terminé. Façon de dire à la personne, bah, désormais, quand tu parles, je sais où tu vis. Donc ça se passe entre toi et moi. Toi et moi, on sait où tu vis maintenant.
C'est pas la même chose hein, que de parler d'un endroit où tu prétends que tu as à peu près les mêmes moyens qu'une personne. Parce que vous avez bien remarqué que c'est un personnage qui est clairement inarrêtable. Vous aurez pu mentir, donc ça relève de la pathologie. Moi, je parle beaucoup plus pour ceux qui suivent ce genre de personnes. Moi, j'ai republié ici, pardon, dans mon... J'ai republié, hein, si vous regardez le live en question, si vous regardez le live actuel, la publication qui précède ce live, j'ai republié la rétrospective de tous les éléments que j'ai pu produire concernant le clash que j'ai eu avec elle. Donc, il vous suffit d'aller regarder tous ces éléments, vous avez toutes les informations. Vous avez le bulletin de paie du mari, vous avez le contrat de bail, vous avez tout. Voilà. Vous avez même, en fait, un fichier de recensement qui vous dit clairement, quand vous êtes dans une rue, quels sont les propriétaires des bâtiments qu'il y a dans la rue. Voilà, on vous dit. On vous donne même les superficies, en fait. Hein. Voilà. Donc, l'ensemble des lots au total dans cette rue, c'est à peu près 3 millions et quelques. Ça représente une vingtaine de lots. Ça représente une vingtaine de lots. Du numéro 3 au numéro 33. Et tous ces logements appartiennent à un office d'HLM. Et donc, Woodson Fuller serait la première propriétaire d'un HLM en France, quoi. Je ne sais pas si elle comprend même la définition du mot HLM. Je sais que les illettrés, quand vous clashez, vous ne savez pas être méthodique. C'est justement par cause de vous que ce genre de personne vit. Si vous étiez méthodique comme moi, au bout d'un moment, ça s'arrêterait. Les gens ne savent pas que tout ce que tu dis, on vérifie. Et que quand tu veux dire que quelqu'un ment, ben, tu dois présenter la preuve. Mais sauf que vous êtes encore dans les années 90, où l'essentiel des discussions que les gens pouvaient avoir, c'était simplement de faire des affirmations, tu n'es pas ça, tu n'es pas ça, tu mens, tu mens, tu mens, tu mens. Mais en fait, c'est pas comme ça qu'on prouve un mensonge. Hein. Tu prouves un mensonge en apportant des éléments. C'est quelque chose que vous ne savez pas faire. Et donc, ça donne des clashs un peu comme ceux qu'on a l'habitude de voir. Hein. Donc, ça donne des clashs où une personne, ou quand tu fais une affirmation étayée, l'autre personne fait une affirmation non étayée, et les Camerounais viennent vous remettre au centre en disant, bon, ben, tu as parlé, tu as répondu. Ben non, tu n'as rien répondu, mon ami. Si tu inventes une personne en mentant sur la personne, c'est pas à moi que tu as répondu. Imaginez, tu inventes un gars qui serait poussé à Mokolo et tu dis que c'est un Ango, et tu insultes ce gars-là. Tu dis un Ango, il est poussé à Mokolo. Tu fais un live de 3 heures où tu dis qu'un Ango est poussé à Mokolo, il dort dans une maison en carabote, blablabla, bla, bla, bla. C'est pas un Ango que tu as attaqué, c'est un autre Ango que tu fabriques. Moi, je ne suis pas concerné par cette personne-là. Si tu veux attaquer un Ango, attaque un Ango dont les informations sont connues. Maintenant, si tu veux dire que les informations qu'on a ne sont pas les vraies, ben, il faut que tu apportes des preuves. C'est comme ça que ça marche. Mais on n'est pas rationnel. On n'a pas cette capacité-là. On n'a pas été outillé dans notre vie à faire le distinguo entre une affirmation vraie et une affirmation fausse. Donc, deux affirmations se valent nécessairement. Voilà. Anango manque qu'il est ingénieur, ça c'est une affirmation. Et Woodson Fuller n'est pas docteur, ça aussi c'est une autre affirmation. Sauf que dans un cas, il y en a un qui a étayé les siennes et l'autre qui n'a pas étayé. Mais le Camerounais de base, débile, comme d'hab, il met les deux au même niveau. Il fait comme si les deux étaient à égalité. Et ça donne ce genre de choses. Où vous avez quelqu'un dont la fortune est reconnue pas forte, dont le niveau de vie montre que tout va bien, hein, voilà. Et vous avez une autre personne qui vient vous dire, elle est ruinée. Et vous avez des personnes qui la rappellent. Et je pense que là où quand même Woodson Fuller a fait preuve d'intelligence, c'est qu'en attaquant Chantal Biya, elle s'est mise dans la poche tous les camtolâtres. Parce que clairement, qui attaque Samuel Eto'o aujourd'hui? Tu attaques Chantal Biya, tu attaques Samuel Eto'o, tu as tous les camtolâtres avec toi. Et c'est ça qui lui permet de survivre. Et c'est d'ailleurs très inquiétant quand on voit les gens qui soutiennent... vous pouvez détester Samuel Eto'o, mais on appelle ça la communication. On s'est filmé devant une rue publique. Ah, c'est pas un problème. Même si cette rue appartient à une personne qui t'insulte tous les jours, il n'en demeure pas moins que c'est un endroit public. Donc quand la personne dit je vais aller porter plainte, ben non, désolé. Samuel Eto'o n'a jamais formulé la moindre menace contre cette chiure. Jamais de la vie, il n'y a pas de menace. Donc tu n'as aucune raison particulière de te sentir en danger si Samuel Eto'o se retrouve dans tes environs. Il n'a jamais formulé de menace vis-à-vis de toi. Jamais. Et il s'est filmé dans un endroit public en filmant le long de la rue. Voilà. Et quand vous sortez de votre parking, c'est une rue, vous êtes directement sur la route. Votre parking donne sur la voie publique, exactement comme le mien. Voilà. Dès que ma voiture est garée, elle a 10 cm ou 30 cm de la voie publique. Donc quelqu'un qui a 30 cm de ma voiture, mais il n'est pas chez moi. Si un mec arrive, il se place à 30 cm devant ma voiture, mais il n'est pas chez moi. Tu peux dire ce que tu veux. Si je n'ai aucune raison de me sentir menacé,
Mais je n'ai pas de raison particulière à trouver que cette personne soit là. Ça, c'est sur le fond du toit, en fait. Hein. Maintenant, sur le fond du reste, on sait très bien que c'était une façon de faire un clin d'œil. Donc, on est d'accord. On va pas se cacher derrière notre petit doigt. C'est une façon de faire un clin d'œil pour dire, désormais, quand tu parles de moi, sache que je sais d'où tu parles. Bah, d'un HLM, voilà, d'un office HLM, d'un logement HLM. Et je dis encore que moi, ce qui m'a fait rigoler, et c'est pour ça que j'ai titré mon texte, moi j'ai titré mon texte, c'est règles d'ordre de la communication. Ce que l'on énonce, c'est ce qui ne va pas de soi. Ce que l'on a besoin de préciser, c'est ce qui est sujet à dos. Quand toi tu fais un post et tu dis, il s'est filmé dans la rue, dans la rue de mon domicile privé où je suis propriétaire. Alors, quand Samuel Eto'o se filme devant ton parking, la mention que tu es propriétaire ou pas, c'est une mention qui n'a rien à faire là. Que tu sois locataire ou pas, c'est ton domicile. Hein. Déjà, il faut que tu comprennes ça, ma chère Woodson Filler. Dès que vous êtes locataire, même quand vous êtes locataire quelque part, c'est votre domicile. Donc, quand tu dis mon domicile, tu n'as pas besoin de préciser que tu es propriétaire. En fait, dans ce que tu dénonces, le fait que tu sois propriétaire n'est pas un élément aggravant ou atténuant de la présence de Samuel Eto'o dans ta rue. Samuel Eto'o s'est présenté à une adresse où tu vis, point barre. Même si tu étais hébergé par une amie, ce serait la même chose. Donc quand dans ta publication, tu prends le temps de préciser que tu es propriétaire, c'est parce que tu sais que les gens en doutent, clairement. Et ils ont raison. On n'est pas propriétaire d'un HLM. Ton logement, c'est un HLM et c'est encore la propriété. Hein, c'est dans le patrimoine de Atlantic Habitat et c'est la propriété d'Atlantic Habitat. Donc si tu veux prouver que c'est à toi, va demander à Atlantic Habitat de sortir le logement 5 rue Anne de Bretagne de son patrimoine. Moi, je ne comprends pas comment tu peux être propriétaire d'un logement qui ne t'appartient pas. Enfin, il faut à un moment donné que les Camerounais m'expliquent ce genre de sorcellerie. Il faut que les Camerounais m'expliquent la sorcellerie. Donc tu précises cela parce que tu sais que oui, il y a une partie quand même des Camerounais qui savent que tu viens en HLM. Mais tu veux quand même... voilà. C'est la même chose que le doctorat. Bah, je sais pas, on t'attaque sur les propos sur Samuel Eto'o, tu parles de ton doctorat, ça n'a rien à voir. Quand je commente l'activité de Samuel Eto'o, je ne suis pas l'ingénieur. La précision de ma compétence, c'est vraiment sur des sujets d'ordre scientifique. C'est sur des sujets d'ordre scientifique. Donc quand tu parles du fait qu'il a été présent sur ta maison, et tu précises dans le truc que mon domicile, où je suis propriétaire, je vois pas l'intérêt de cette mention. Quand tu fais un poste, les éléments que tu dois énoncer, c'est les éléments qui ont besoin de précision et qui sont nécessaires à la compréhension de ce que tu dis. Voilà. Par exemple, si quelqu'un fait une publication pour dire « Serge n'est pas ingénieur », moi je vais venir vous dire « Je le suis, voilà les références ». Maintenant que la personne apporte des éléments qui remettent en cause ces références, vous n'en avez pas. Quand par exemple, je démontre que la personne n'est pas docteur, ben, je vous apporte les messages des établissements où elle est passée. Quand je vous dis qu'elle est HLM, je vous donne des éléments. Hein, voilà. Sur ma page, vous avez les preuves que le logement qui a cette adresse est un HLM. Vous ne pouvez pas avoir 5 logements qui portent la même adresse. Vous pouvez avoir un groupe d'immeubles qui ont une même adresse, oui, quand c'est un immeuble. Mais un logement individuel, et d'ailleurs, sachant que quand on parle des triplex, ça joue sur la confusion. Parce qu'en fait, le logement du 5 qui est au-dessus et le logement du dessus n'est pas elle. Hein, c'est un logement séparé. Si vous vous baladez sur cette page, vous allez voir que on a quelqu'un qui est passé faire un tour là-bas. Donc, il y a 2 logements qui sont superposés. Et effectivement, son logement, elle est sur 2 niveaux. Mais c'est au-dessus d'un logement qui est au numéro 7. Elle est au-dessus du logement numéro 7. Le logement 5 est en haut, le logement 7 est en bas. Voilà. Donc, elle est au-dessus. Donc, vous avez dans la rue... donc, c'est ce que je t'entends de dire. Vous avez le logement 1 et 3 qui sont les premiers. Vous avez le logement 5 et 7 qui sont les deuxièmes. C'est comme ça que ça marche dans la rue. Vous savez que les rues portent que les numéros impairs, soit c'est pair, soit c'est impair. Donc s'il n'y a rien en face, vous n'aurez pas de numéro pair. Donc le logement ça va du numéro 1 au numéro 33 dans cette rue-là. Donc ce qui veut dire à peu près 16 logements qui sont constitués dans un bloc de 8. Donc vous avez le logement du bas et vous avez le logement du haut. C'est 2 logements différents. Mais elle vient vous présenter ça comme un triplex maintenant. Ah non, sur Google Maps, on voit bien que la maison est sur 3 niveaux, certes. Mais vous avez le niveau du bas qui est une adresse et le niveau du haut qui est une autre adresse. Si vous vous baladez sur ma page, vous avez les éléments. Hein. Il y a quelqu'un qui est passé là-bas, j'ai oublié le nom du gars qui est passé là-bas. Et qui avait d'ailleurs filmé la boîte à lettres et montré que sur la boîte à lettres, il n'y a pas son nom. D'ailleurs, si j'ai le temps dans la journée, je republierai tout ça ici. Donc c'est important que les gens sachent d'où tu parles là, Samuel Eto'o. En été, j'étais fumé, tu as trouvé un travail, je ne sais pas, tu as trouvé un travail, tu as filmé un badge, mais on n'en sait plus rien en fait. Tu devais filmer ton premier bulletin de salaire. Ça devait être un challenge bulletin de salaire. Moi, j'étais très chaud pour ça. Hein.
j'étais tout à fait disposé. Moi, j'étais même disposé qu'on aille mieux. Tu publies un bulletin de salaire, tu publies ton compte en live pour montrer que ce qui est marqué sur le bulletin correspond effectivement à ce qui a été versé. C'est ce que moi j'ai l'habitude de faire. Hein. Les éléments que je présente en général, sauf mauvaise foi, tu n'as aucun moyen de les remettre en cause. Parce que je connais les éléments qu'on peut remettre en cause. Je connais les preuves sujet au doute et les preuves qui inhibent tout doute. Par exemple, un avis d'impôt, c'est sujet au doute parce que je peux très bien fabriquer un avis d'impôt, oui. Moi, j'ai moyen de vous faire un avis d'impôt où j'ai déclaré 1 million de revenus l'année dernière. Je peux très bien fabriquer ce genre de conneries. Je peux très bien vous faire un bulletin de paie à 50 000 € net de mois. Je peux très bien faire ça. Ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc, c'est pour ça que présenter un bulletin de paie n'est pas une preuve. C'est pas une preuve formelle. Voilà. Sauf si tu démontres que c'est un bulletin de paie directement dans le site de l'entreprise qui t'embauche. Comme c'est le cas, la plupart, on n'envoie plus les bulletins par la poche, hein, par la poste. Hein. Si tu peux aller sur le site de l'entreprise qui t'embauche, tu publies un bulletin de paie publié par le comptable de l'entreprise qui t'embauche. Souvent, bah là, oui, ça devient une preuve forte. Mais un bulletin de paie que tu présentes toi-même spontanément, bah, ce n'est pas une preuve irréfutable, quoi. C'est une preuve réfutable, puisqu'on peut très bien la fabriquer. Encore une fois, ce n'est pas parce que on peut la trafiquer que ça veut dire que la personne qui présente un truc faux. C'est pas parce que c'est falsifiable que c'est faux. Mais en attendant, le fait que ce soit falsifiable démontre que quelqu'un qui est de mauvaise foi a une échappatoire. Il a moyen de dire, ah, tu as pu fabriquer. Et ce qui n'est pas faux. Même s'il n'a pas... Bien sûr que s'il croit que c'est faux, c'est à lui de présenter la preuve. C'est à lui de présenter que c'est un faux. Quand je présente un élément, si tu dois refuter cet élément-là, tu dois apporter la preuve que c'est faux. Bon, mais ça, on sait qu'avec les Camerounais, ils ne vont pas se gêner. Ils ne vont pas se gêner à dire que c'est faux. Donc, tu vas droit sur la preuve qu'ils ne peuvent pas contester. C'est pour ça que je le fais, en fait. Mais tu avais commencé un boulot où tu devais faire un challenge. Moi, je trouvais que c'était intéressant. Pour une fois, tu devais prouver aux gens qui te suivent que tu as une certaine valeur, que tu travailles. Mais moi, j'ai attendu le challenge à la fin. Moi, j'ai attendu le premier bulletin, j'ai rien vu. Je me rappelle que tu avais trouvé ce boulot le 16 août. J'ai attendu le challenge et moi, je m'étais soumis au challenge. Je t'avais démontré qu'au mois d'août, même si je n'avais travaillé que la moitié du mois, à partir du 19, puisque je suis revenu de vacances le 16, j'avais démontré que avec mes comptes bancaires, qu'en ayant travaillé que du 19 jusqu'à la fin du mois, 19 août jusqu'à la fin du mois, j'avais gagné 11 000. Et j'attendais que tu te soumettes au challenge. Moi, c'est pas contre toi que j'ai un problème. Mais on peut pas contester que tu as un poids médiatique. Il y a des gens qui croient en toi. Et effectivement, te décrédibiliser, c'est intéressant de te décrédibiliser devant les animaux qui croient en toi. Parce que ça, faut apprendre aux gens à suivre les vraies valeurs. Quand vous croyez aux gens, vérifiez quand même que ces personnes cochent les cases auxquelles vous les attribuez, quoi. C'est tout. Et donc, quand je me soumettais à ce challenge, c'était uniquement pour que les personnes qui croient en toi aient la preuve que tu mens. Mais tu as été maligne, tu ne t'es pas soumis au challenge. Et donc, ça permet de laisser ces gens dans le doute, parce que sachez aussi qu'il échappe à toi aussi, que certaines personnes ont. C'est que quand ils n'ont pas la preuve concrète de ton mensonge, ils vont continuer à croire que tu ne mens pas. Réciproquement, tu vas leur présenter un truc qui est vrai, ils n'ont pas la preuve que c'est faux, mais ils vont dire que tu mens. Par contre, de l'autre côté, quand tu vas déclarer que la personne ment, s'ils ont une possibilité de s'échapper sur les preuves, ben, ils vont continuer à croire que la personne dit vrai. Moi, je dis ça parce qu'il y a quelqu'un dans un post qui a dit, ouais, tu as l'adresse, tu as la preuve que l'office HLM appartient, mais tu n'as juste pas la preuve que le logement est... Mec, Samuel Eto'o s'est filmé dans la rue. C'est pas Samuel Eto'o qui a dit, je suis parti chez un Woodson Fuller. Hein. Samuel Eto'o a mis en statut une photo d'elle, devant la rue, Anne de Bretagne. Point barre. Anne de Bretagne est un personnage historique d'ailleurs, pour information. Hein. C'est un personnage historique très lié à la Bretagne. Hein. Quand vous arrivez en Nantes, vous avez le château des ducs d'Anne de Bretagne. C'est un château qui est à Nantes, près de la gare. À pied, c'est à 5 minutes de la gare de Nantes. Le château des ducs de Bretagne, c'est le château Anne de Bretagne. Bref, Anne de Bretagne, elle est très liée à la Bretagne. Et vous avez des rues Anne de Bretagne quasiment dans plein de communes du nord de la Bretagne. Vous en avez un paquet. Donc, Eto'o s'est filmé près de la rue Anne de Bretagne. C'est toi qui es venu dire que c'est ton adresse. Mais il y a quand même des gens qui arrivent à te défendre quand on demande qu'à cette adresse, il n'y a que des HLM. Il y a des gens qui disent, mais prouve alors que ça lui appartient, mec. On ne peut rien faire pour vous, les gars. Ce niveau de débranchement de cerveau, on ne peut rien faire. Logiquement, même on doit simplement t'euthanasier. Quand à ce niveau-là, alors que si c'était moi, sans doute, hein, je rappelle quand même que la meuf, elle a fait des lives pour dire que je n'étais pas ingénieur, elle n'a présenté aucun élément. Sa preuve, c'était présente ton diplôme, présente ton diplôme. Mec, j'ai pas fait 25 là pour dire présente ton doctorat. Je sais que tu n'es pas docteur puisque j'ai la preuve. Moi, je ne vais pas te demander la preuve de quelque chose que je sais. Je sais pas, c'est comme si je demandais à quelqu'un de me prouver que l'eau bout à 100 degrés à pression atmosphérique normale. Ah non, tout le monde le sait.
Le seul qui ne le sait pas, c'est peut-être quelqu'un qui est aveugle et qui ne peut pas lire un thermomètre. J'en sais rien, moi. Mais tout le monde sait. Voilà. Tu boues de l'eau à partir de 100 degrés, tu vois les premières vapeurs apparaître. Voilà, c'est normal. Il n'y a pas de débat. Donc je ne demande pas à quelqu'un me prouver un truc que je sais. Mais vous demandez les preuves de quelque chose que vous affirmez. Tu affirmes que quelqu'un n'a pas un truc et tu demandes qu'il est présent. Ça n'a aucun sens. Si tu dis que la personne n'a pas, ça veut dire que tu sais qu'elle n'a pas. Et donc ça veut dire que tu peux prouver qu'elle ne l'a pas. Maintenant, si tu dis que la personne n'a pas, prouve-le, c'est que tu n'as pas la preuve que la personne n'a pas. Mais alors pourquoi tu le dis? Ah mais non, ça, quand tu es en chèvrerie, ça a un sens. Quand tu es chez les chèvres, ça a un sens. Tu peux dire à quelqu'un, et tu es ruiné, prouve qu'il n'est pas ruiné. Mais non, ça n'a aucun sens, les gars. Encore une fois, ce n'est pas parce que votre niveau est bas que tout le monde est obligé de subir votre bas niveau. Quand tu fais une affirmation, au moment où tu fais l'affirmation, tu dois être en mesure de prouver ton affirmation. Quand je dis, Woodson est en HLM, je ne lui dis pas, prouve que tu n'es pas en HLM. Ça n'a aucun sens. Vous ne me verrez jamais communiquer comme ça. C'est débile. Et je rappelle encore que les outils qu'on vous a appris à l'école pour discuter, pour discerner la vérité du mensonge, ça vous sert justement dans la vie courante. Hein. Ce n'était pas uniquement pour avoir des notes. Hein. Le théorème de Thalès, ce n'était pas juste pour vérifier. Le théorème de Thalès, ça vous apprend un certain nombre de logiques. C'est-à-dire que quand vous avez un triangle, dès lors que vous avez une droite qui coupe deux côtés en étant parallèle à un troisième côté, vous pouvez établir des règles de proportionnalité. Point barre. Vous pouvez établir des règles de proportionnalité. Si vous avez M et N, le point d'intersection, vous pouvez considérer, hein, et qu'on coupe AB, AC, au point M et N en étant parallèle à BC, ben vous pouvez considérer que MN sur BC vérifie les proportions AM sur AB égale à AN sur AC. Point barre. Donc tu peux déduire. Cette précision entraîne des conséquences. C'est ça qu'on appelle, ça veut dire ça. Ça veut dire que dès lors qu'il y a des propriétés qui sont vérifiées dans la vie, tu peux tirer des conséquences de ces propriétés. Tu ne vas pas utiliser le théorème de Thalès dans ta vie, bien évidemment. Mais ça veut dire que dans la vie, quand dans un raisonnement, tu as certaines prémices qui sont vraies, tu peux tirer des conclusions. Par exemple, dans un triangle rectangle, tu sais donc que si le triangle est rectangle en B, tu sais que si tu as AB et tu as AC, tu peux déduire, si tu as A, AB et BC, tu peux déduire AC. Parce que les trois sont reliés par la relation AC au carré est égal à AB au carré plus BC au carré. Ça ne veut pas dire que toi, dans ta vie, tu vas l'utiliser. Bon, il y en a plein qui l'utilisent hein, pour construire des ponts, pour fabriquer des trucs. Il y a plein de gens. C'est caché dans vos... C'est des choses, c'est des fonctions qui sont cachées. Même quand tu utilises ta voiture, à certains endroits, tu as du Thalès, tu as du Pythagore. Quand tu utilises ton GPS, le calcul des distances se fait avec ce genre de choses. Voilà, la distance métrique. Donc, c'est simplement une façon de vous dire que dès lors que vous avez des conditions qui sont vérifiées, vous pouvez tirer des conséquences. C'est cette façon de raisonner qu'on vous apprend. Ce n'est pas dire que dans la vie, si tu n'as jamais, si depuis que tu es sorti d'école, tu n'as jamais eu à faire un triangle ou à un cercle où tu fais 2 pi R, et donc ça veut dire que ça ne te sert à rien. Non. C'est une façon de raisonner. Quand vous faites une affirmation à un moment donné, ça veut dire que cette affirmation, soit se base sur une croyance, et à ce moment ça ne repose sur rien, et donc on le met à la poubelle direct, c'est tout, c'est la seule chose qu'on a à faire avec. Soit cette affirmation se base sur une information, sur une connaissance, et à ce moment tu peux présenter où tu as cette information-là. C'est tout. Mais sauf que chez nous, on inverse la charge de la preuve. Il y a une personne qui fait une affirmation débile, et on demande à l'autre de prouver le contraire. Et ça marche avec tout. Hein. Par exemple, je prends M. Bitru sur la toile, je dis, vous êtes un violeur. Ah bon? Vous n'êtes pas violeur? Prouvez le contraire. Ben, elle serait bien embêtée. Hein. Si elle croit qu'elle peut prouver qu'elle n'est pas un violeur, c'est qu'elle est débile. Non, tu ne peux pas. Personne ne peut prouver qu'il n'est pas un violeur. Je rappelle, hein, même, je dis, personne sur Terre ne peut prouver l'affirmation, je ne suis pas un violeur. Personne ne peut le faire. Personne. Par contre, si quelqu'un est un violeur, c'est beaucoup plus facile à celui qui le dit de le prouver. C'est pour ça qu'on a le concept de charge de la preuve. La présentation des choses n'est pas symétrique. Par exemple, si je vous dis que que Paul Biya, en réalité, que Paul Biya que vous avez étudié là, ce n'est plus Paul Biya, que ce que vous avez étudié, c'est une momie, mais qu'en réalité, le vrai Paul Biya, il est en orbite autour du Soleil, sur une orbite, il est dans une orbite héliocentrique, entre Mars et Jupiter. Et pour peu que je t'explique que Paul Biya, avec sa taille caractéristique est de 2 mètres, hein, taille caractéristique est de 2 mètres, même les télescopes les plus puissants connus actuellement ne peuvent pas le détecter. Ça veut dire que même en filmant dans la direction où il est tellement petit par rapport à la résolution des télescopes qu'on a au-dessus de la Terre. Hein. Rappelez que ces télescopes-là sont à 400 km d'altitude. Certains sont peut-être à 2000, 3000 d'altitude. Et une orbite entre Mars et Jupiter, c'est une orbite qui est à peu près à 50 millions de distance. Donc vous faites 1 mètre divisé par 50 millions, ça vous donne à peu près l'angle à partir duquel vous voyez quelqu'un qui est dans cette orbite-là. Ben, il suffit de prendre la résolution du télescope le plus puissant qui existe, vous verrez qu'il n'est pas capable de le détecter.
cet angle est tellement faible, hein, 2 mètres divisé par 50 millions de kilomètres, donc c'est-à-dire 50 000 millions, 50 milliards de mètres, bah, c'est un angle très faible pour être détecté par le moindre appareil puissant. Donc dans ces cas, je vais te dire, puisque tu ne peux pas prouver que Paul Biya n'est pas en orbite, ça veut dire que tu ne peux pas scanner dans sa direction et de dire que comme je ne l'ai pas vu, il n'y est pas. Puisque je viens de te dire que même s'il y est, tu ne peux pas le détecter. Donc clairement, tu ne pourras jamais prouver que Biya n'est pas en orbite autour de Mars et Jupiter. Et donc je vais te dire, comme tu n'as pas pu me prouver que Biya n'est pas en orbite de Mars et Jupiter, ça veut dire qu'il y est. Ah non, ça n'a aucun sens les gars. C'est ça. Et donc clairement, je vous dis tout de suite, hein, si je vous dis prouvez-moi que Biya n'est pas en orbite autour de Mars et Jupiter, vous ne pouvez pas prouver. La réalité, c'est que dans la vie, la plupart du temps, les preuves négatives sont impossibles. Moi, je ne peux pas prouver que je n'ai jamais volé. Par contre, s'il y a quelqu'un qui pense que j'ai volé, c'est à lui de présenter les preuves qu'il a. Moi, je ne peux pas prouver que moi, en Angleterre, je n'ai jamais volé. Par contre, quelqu'un qui pense que je suis un voleur, c'est à lui de présenter les preuves. C'est comme ça que ça marche. C'est pour ça qu'on parle de concept de charge de la preuve. Et je ne dois pas expliquer ça aux juristes. Hein. C'est un concept qui vient de la logique mathématique, logique physique. En réalité, on ne peut pas prouver ce qui n'est pas. Parce que par définition, si je te dis qu'un truc n'existe pas, ça veut dire que je n'ai pas la propriété de ce truc qui n'existe pas. Donc tu me demandes de prouver un truc qui n'existe pas. Comment je mets en évidence le fait qu'il n'existe pas? La plupart du temps, c'est impossible. Il existe 2 ou 3 cas où, oui, on peut faire une preuve négative, mais ce n'est pas généralisable. Par contre, la généralité, c'est que dès lors que quelque chose est vrai, on peut le prouver. Voilà. C'est ça la généralité. Ce qui m'arrive. La généralité, c'est que dès lors que quelque chose existe, on peut prouver son existence. Par contre, on ne pouvait pas prouver l'existence. Je ne peux pas prouver l'existence du monstre de Loch Ness. Je ne peux pas le prouver. Je peux simplement inférer du fait que je ne crois pas en son existence, du fait qu'il n'a jamais été observé, ni mis en évidence. Parce qu'on rappelait qu'on ne prouve pas quelque chose que par l'observation. Hein. On prouve quelque chose en le mettant en évidence, en concevant une expérience qui permet de le mettre en évidence. Par exemple, en 2012, quand on vous a dit que le boson de Higgs, on a prouvé l'existence du boson de Higgs. Maintenant, on n'a pas prouvé, on n'a pas observé le boson de Higgs directement. Le boson de Higgs, on a conçu une expérience pour mettre en évidence l'existence du boson de Higgs. Et là, la nuance. Et si vous regardez la formulation même des scientifiques qui ont fait le travail, elle est totalement éloignée de la formulation qu'on a eue sur Internet et dans les journaux. Dans les journaux, ils ont dit qu'on a prouvé le boson de Higgs à 99,9%. Mais en fait, c'est pas vrai. On a mené une expérience qui est telle que le résultat qu'on obtient est improbable à 10 puissance moins 6%, sous l'hypothèse que le boson de Higgs n'existe pas. Vous voyez, c'est pas la même phrase. Et présenter cette phrase comme ça sur la toile, c'est pas sexy. La plupart des cerveaux, ils vrillent direct, ils tombent en désuétude. Très peu de gens peuvent comprendre ce que veut dire cette phrase. Mais la formulation que les journalistes ont prise ne veut pas dire, ça n'a rien à voir avec la réalité. Prouver l'existence de quelque chose à 99%, c'est pas la même chose que mettre en évidence que sous l'hypothèse qui n'existe pas, le résultat qu'on observe est improbable à 10% moins 6%. Parce que dans les seuils, dans les laboratoires atomiques, le seuil est à 10 puissance moins 6. Donc si le résultat est improbable, est tel que, sous l'hypothèse que le boson de Higgs n'existe pas, observer ça à une probabilité inférieure à 10 puissance moins 6, ben là on peut considérer que oui, sous cette hypothèse-là, avec le seuil qu'on a fixé, on valide l'existence du boson de Higgs, tout simplement. Mais ce n'est pas du tout la même chose qu'on a prouvé à 99,99% le boson de Higgs. Donc vous voyez très bien que la formulation n'est pas importante. Donc c'est un peu cette petite intermède de scientifique sur la notion de charge de la preuve. C'est-à-dire que quand vous faites une affirmation, à un moment donné, au moment où vous faites l'affirmation, vous devez être en mesure de dire sur la base de quoi vous le faites. Par exemple, quand tu viens sur Internet, tu as le droit de venir sur Internet et de dire que Serge Anango n'est pas ingénieur. Tu as le droit de dire que Serge Anango n'est pas le propriétaire de sa maison. Mais si tu es logique, tu dois démontrer à ceux qui t'écoutent que cette affirmation se base sur un savoir et donc présenter les éléments sur lesquels tu t'appuies. Ça n'a aucun sens de venir dire tu n'es pas propriétaire, tu n'es pas propriétaire. Publie les titres de propriété, ça c'est le quartier les gars, j'ai pas 2 ans les mecs. Hein. Je vous dis, vous êtes allé à l'école peut-être juste pour vous balader, mais je vous rappelle que les méthodes, hein, quand on vous apprend la dissertation, c'est la même chose. C'est un enchaînement, un rangement des idées. Quand on vous demande de défendre un sujet, de défendre une thèse, c'est de défendre une thèse avec tous les éléments historiques que vous avez. Pourquoi vous êtes obligé de prendre des citations? C'est de démontrer que vos positions s'appuient sur les travaux de certaines personnes qui ont passé du temps. Vous savez que pour qu'un philosophe arrive à une citation, c'est parfois des années de travaux en fait. Donc quand tu démontres que, en t'appuyant sur ce qu'il dit, en t'appuyant sur ce qu'il dit, tu démontres que ce que tu dis n'est pas absurde, que ce que tu dis est partagé par un courant de pensée. C'est ça le rôle d'une dissertation, c'est ça le rôle des citations parfois. Mais ça ne veut pas dire qu'une dissertation sans citation n'a pas de lieu d'être. Hein. La plupart des citations que j'avais dans mes dissertations, c'était de moi. Moi, j'ai toujours eu un problème à relier les auteurs avec les citations. J'allais relier Descartes avec une citation de Kant. En terminale, je n'étais pas très bon avec ça. Je n'étais pas très bon. J'arrive à peu près aujourd'hui à relier les citations à des bons auteurs, mec. Franchement, je suis à peine 20% meilleur que quand j'étais au lycée.
Mais je n'étais pas très bon en ça, donc je ne prenais pas ce genre de risque. Je ne prenais pas ce risque-là, je ne balançais pas des auteurs comme ça à tout va. Donc la plupart des citations, c'était les miennes. Et très souvent, j'avais 13 en philosophie, en dissertation. Donc, et il y avait des personnes qui avaient balancé pas mal de citations qui n'avaient justement rien à voir au contexte. Et ils avaient 3 ou 4. Pourtant, ils avaient écrit plus que moi. Pourtant, ils avaient passé plus de temps. Je rappelle que pour ceux qui ont été au lycée à moi, ils le savent. Hein, mes dissertations, je les faisais en 45 minutes sans brouillon. Ça me saoulait de faire un brouillon. Et donc, les professeurs regrettaient toujours et me disaient à chaque fois que si tu avais pris du temps, tu aurais pu avoir plus de points. Mais ça me servait à quoi d'avoir plus de points en philosophie? C'était comme ça que je réfléchissais en terminale. Ça me servait à quoi d'avoir plus de points en français? 12 en français, ça m'allait, c'est tout. Ça me suffisait d'avoir 12 en français. Pourquoi tu veux que j'ai 20 en français? Ça ne m'intéressait pas d'avoir 20. Donc 12 en 45 minutes, ça me suffisait plutôt que de rester là 4 heures pour avoir 20. Ça me permettait de sortir, de bavarder, de me détendre. J'étais toujours mieux dans l'air libre que d'être enfermé pendant 4 heures de dissertation. Donc oui, mes devoirs de dissertation, je les rendais en 45 minutes. C'est la raison pour laquelle j'ai cette facilité à développer mes idées de façon improvisée. Tu me prends à n'importe quel moment de la journée, tu m'interroges sur une question, paf, ça coule de source. Parce que j'avais pas besoin de brouillon. Et c'est pareil pour les mathématiques, j'avais pas besoin de brouillon. J'avais pas besoin de brouillon, j'allais directement d'une seule traite. Les fois où j'avais besoin de brouillon quelquefois, c'était quand il fallait faire un bon dessin géométrique pour chercher à observer la conjecture qui s'en découle. Et une fois que tu as vu la démarche, bam, tu pars direct sur la feuille. J'écrivais pas tous le brouillon. Le brouillon pouvait peut-être m'aider à identifier une démarche, un angle d'attaque d'un problème. Et une fois que j'ai l'angle d'attaque, paf, j'ai déroulé sur la feuille. C'est tout. Donc voilà quoi. Donc c'est pour ça que les gens, ils ont du mal. Ils ne savent pas que ce qu'ils ont appris. Et c'est à ça que ça sert. Si on vous a appris, lorsqu'on vous donne un sujet, vous devez commenter le sujet à l'école. C'est pour que quand vous arrivez dans un live, par exemple, qui parle de foot, bah, vous ne venez pas parler de la cuisine de votre maman, quoi. Et très souvent, on est obligé de couper les gens parce qu'ils sont toujours en train de faire de la digression. Parce qu'ils ne savent pas rester sur le sujet. Tu vas être en train de parler de la physique. Quelqu'un vient te parler du fait que tu ne peux pas aller au Cameroun. Là, tu dis, mais les gars, on vous a dit que parce que vous êtes sur TikTok, vous êtes obligé d'être bête. Le mec qui te parle de trucs, le jour où je vais venir vous parler des voyages au Cameroun, du fait que aller au Cameroun me manque, lui, tu pourras faire cette affirmation que on comprend d'autant plus qu'aller au Cameroun te manque que tu ne peux plus y mettre les pieds. Là, ça a un sens. Mais quelqu'un te parle de football, il te parle de physique, il te parle, je sais pas, tu lui parles de ça. Donc ça veut dire qu'à l'école, tu avais 0. Et à l'école, c'est ça. Donc la dissertation, je rappelle que ça vous permet de nuancer votre propos vous-même. Donc pour revenir encore sur la question, je vous disais tantôt que non, je ne vais jamais, quand je fais une affirmation sur une personne, demander à personne de prouver le contraire. Au moment où je fais l'affirmation, je vais présenter la preuve qui me permet de faire cette affirmation. Elle peut être fallacieuse, elle peut être fausse. Hein. Ça sera à la personne de réfuter. Par exemple, quand vous argumentez contre une personne, lorsque vous présentez une preuve, la personne ne peut plus se contenter de nier. La personne est obligée d'apporter des éléments pour réfuter. Par exemple, quand vous apportez la preuve qu'un logement, c'est un HLM, par exemple, quelqu'un qui vient sur Internet et me présente une preuve que le logement qui est à mon adresse est un HLM, là, je serai obligé de sortir les papiers, oui. Je serai obligé de sortir les papiers du notaire. Et tout, oui, je serai obligé de sortir, oui. Parce qu'elle a présenté un élément que je dois réfuter. On ne refute pas un élément par la parole. Quand il y a une preuve, vous devez la réfuter. Et réfuter, ça veut dire apporter des éléments qui cassent la preuve qu'on a présentée contre vous. C'est souvent ce qui se passe dans les procès. On a par exemple un soupçon vis-à-vis d'une personne. On a un faisceau qui converge vers la personne. Et la personne peut casser ça par d'alibi. Je sais pas moi, il y a une vidéo de la caméra qui vous voit. Il y a votre téléphone qui est détecté dans la région. Comment vous faites? Bon, on avait volé mon téléphone et j'ai un sosie dans la ville qui me ressemble et qui pouvait être à cet endroit au même moment. Ça, c'est par exemple un élément que vous présentez pour casser l'accusation. Voilà. Mais tu peux pas venir. On peut pas venir, on dit que ton ADN était sur les lieux d'un crime. Tu te contentes de dire ce n'est pas moi. Non, tu peux plus. C'est fini. Quand on dit qu'il y a ton ADN, tu dois refuter. Tu dois par exemple dire non, oui. Ah, c'est chez Madame Bitru. Oui, vous savez, je suis plombier. Et j'ai intervenu chez Madame Bitru il y a 3 semaines. D'ailleurs, regardez, voilà le devis et voilà la facture du règlement de l'intervention. Et l'intervention a eu lieu du 18 au 27 août. Ah, d'accord. Et Madame Bitru a eu une agression. Quand? Elle a eu une agression le 31 août. Mais où étiez-vous le 31 août? Ben, le 31 août, j'étais à Poitiers. Voilà. Les faits ont eu lieu en Nantes. Le 31 août, je peux prouver que j'étais à Poitiers. J'étais chez des amis à une fiesta, à un mariage. Regardez, il y a des photos. On me voit dessus. Ben là, voilà. Vous avez refuté. Parce que la présence de votre ADN vous incriminait. Tu ne pouvais pas te contenter de dire ce n'est pas moi. Tu dis ce n'est pas moi, on te met en taule direct. Parce que ça veut dire que tu n'as pas une explication. Ça veut dire que ton ADN est là de façon inexpliquée. Donc tu es un des suspects.
Maintenant, si tu dis, je suis plombier, j'ai intervenu là-bas, donc j'ai pu laisser mon ADN, ça casse l'accusation. Donc quand il y a un élément qui est présenté contre vous, vous devez le refuter, vous ne pouvez pas vous contenter d'ignorer cet élément-là. C'est comme si vous êtes en train de faire le saut à la haie, et je vous présente un obstacle, vous ignorez l'obstacle. Non, vous devez sauter l'obstacle. Quand il y a un obstacle devant vous, vous devez le sauter. Vous ne pouvez pas foncer droit devant un mur comme s'il n'existait pas. Or, c'est ce que font la plupart du temps les gens. Ils vous accusent sans preuve et ignorent les preuves que vous avez contre lui. Et c'est le cas, par exemple, de Goodson Fuller qui continue de dire qu'elle est propriétaire du logement dans la rue alors qu'il y a 150 millions de preuves que c'est un HLM et que ça appartient à Atlantic Habitat et qu'elle est juste locataire. Et on a même d'ailleurs le contrat de bail. Hein. Ce logement ne fait pas 121 mètres carrés, il fait 77 mètres carrés. Voilà. Donc déjà, je ne comprends pas pourquoi tu manques sur le logement. Hein. Ton logement, il a fait des travaux d'agrandissement quand? On a un contrat de bail qui est récent, sur lequel le logement est déclaré à 77 mètres carrés. Voilà. Et quand vous regardez sur... vous d'ailleurs, vous pouvez mesurer la surface sur vous pouvez mesurer la surface en fait. Hein. C'est très facile de mesurer la surface. Il suffit d'aller sur Google Maps, vous tapez 5 rue Anne de Bretagne, vous faites mesure, vous regardez l'encombrement, vous regardez le rectangle. Désolé, on a des petits troubles là. On a des petits troubles. Je suis presque en train d'arriver au travail. La connexion un peu... Voilà. Je suis en train d'arriver au work. C'est pour les vrais gens qui, eux, ont un travail. Hein? Donc, pas certains qui restent et qui bavardent. Nous autres, on a un vrai boulot. J'arrive... donc voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à dire. Moi, je suis presque... Oui, mais elle insiste parce que les gens font semblant d'y croire, Fabiola Mafo. Pourquoi elle ne devrait pas insister? Elle a beau jeu. Hein. Moi, si je suis un menteur, tant qu'il y a des gens pour me soutenir comme si ce que je disais est vrai et dire le fait que c'est un mensonge, mais qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Venez avouer, venez dire que le logement est un HLM, ce serait de reconnaître que tout ce que j'ai dit est vrai. Mais je vous ai dit, hein, allez sur ma page. Vous avez en France, vous ne pouvez pas mentir. Par exemple, mon logement, si je manque dessus, vous avez mon adresse, vous pouvez vérifier mon logement. Je rappelle, mon logement, c'est 172 mètres carrés. Voilà. Donc, si vous avez mon adresse, vous allez sur le même site, vous tapez mon adresse, vous allez voir que le logement qui a cette adresse, c'est 172 mètres carrés. Moi, c'est pour ça que je ne mens pas. Moi, je ne mens pas parce que je sais que tout ce que je dis, on peut prouver que c'est faux. Parce que ce que tu dis, il y a des gens qui savent aller chercher l'information. Donc, si je mens, la personne, qu'est-ce qui empêche quelqu'un d'aller collecter mes informations privées, d'aller donner en Woodson? Sérieusement. Si je manque, qu'est-ce qui empêche quelqu'un de dire, Anango, au fait, il vous dit qu'il est proprio, mais Anango, à la CAF, il dit qu'il est, à la CAF, d'après la CAF, il est locataire hein, d'un HLM. Hein. Voilà le dossier d'Anango à la CAF. Qu'est-ce qui empêche quelqu'un de faire la même chose? Vous croyez que je suis débile? S'il y a quelqu'un qui est venu me donner les éléments d'un Woodson de la CAF, mais ça dit que cette personne peut très bien faire la même chose de ma part. C'est quelqu'un que je ne connais pas. Hein. Je précise que c'est encore beau. Je ne sais pas à quoi cette personne ressemble. Donc cette personne, très bien, le lendemain, le jour où je suis brouillé avec cette personne, peut très bien aller donner aussi mes éléments à Woodson. C'est pour ça que je ne prends pas de risque de mentir. Quand vous venez mentir sur la toile, vous prenez un gros risque, mes chers amis. Parce que les informations sont connues. Les gens, c'est très facile aujourd'hui en 2025 d'avoir l'information que tu veux. Moi, j'ai eu des informations pour Philippe Simon. Comment? Philippe Simon ment. Et quand je dis qu'il ment, je vous ai apporté la preuve qu'il ment. Voilà. Je vous ai apporté la preuve qu'il ment. C'est la raison pour laquelle dans la plupart des voitures que Philippe Simon vous présente, il prend soin de ne pas vous montrer l'immatriculation. Parce que moi, dès que j'ai l'immatriculation, je peux prouver que la voiture n'est pas à toi ou à toi. Hein. Je peux connaître le propriétaire. C'est très facile. Il suffit que tu as un ami qui bosse dans un garage. Tu as un ami qui bosse dans un garage, c'est tout. Hein. C'est fini. Pour connaître qui est le propriétaire d'une voiture, tu n'as même plus besoin d'aller à la préfecture. Tu as un pote qui bosse dans un garage, dans un truc comme feu vert là. Tu arrives là-bas terminé. Vous savez que désormais, quand vous arrivez dans un garage, vous donnez juste l'immatriculation de votre voiture et on a accès à toutes les informations de votre voiture. Parce que ça permet de savoir qu'on ne se trompe pas. Parce que vous ne pouvez pas avoir tous les détails de votre voiture, toutes les nuances qu'il y a. Deux voitures peuvent être côte à côte, la carrosserie se ressemble, mais le moteur, il n'y a rien à voir derrière. Ça peut être une diesel, ça peut être une hybride, ça peut être tout. C'est pas du tout la même chose. Donc si vous donnez l'information, vous n'êtes pas précis, bah, le garagiste peut être surpris à la dernière minute. Donc quand tu arrives, tu dis, j'ai eu un problème de pneu, tu donnes ton immatriculation, le garagiste, il rentre dans la base de données. Déjà, il vérifie que c'est bien ta voiture. Parce que si ta voiture est volée, bah, il doit pouvoir faire un signalement. Donc, vous n'avez pas besoin d'aller à la préfecture. Hein. Moi, je vous dis tout de suite. Hein. Quelqu'un vous présente une voiture, vous dit, c'est à mon nom. Vous avez l'immatriculation, c'est très facile de vérifier que ce n'est pas à lui. Il vous suffit d'avoir un ami qui est garagiste, un ami qui travaille dans un feu vert, il a accès à la base de données des propriétaires des véhicules.
Parce que quelqu'un qui vient faire des travaux sur un véhicule, il faut s'assurer que le véhicule n'est pas déclaré volé ou lui appartient, mon gars. Quelqu'un qui vient dans ton garage et te dit, je veux peindre le véhicule. Ah, il faut que tu puisses savoir que le véhicule n'est pas volé. Donc oui, les garagistes ont accès à cette base de données. C'est pour ça d'ailleurs que dans Google Maps, quand ils filment des rues, ils floutent les voitures. Parce qu'avec l'immatriculation, tu trouves ton adresse. Hein. Donc c'est pas un problème. Donc les gens qui mentent sur la toile, je vous dis, c'est très facile de les coincer. C'est la raison pour laquelle je ne prendrai pas ce genre de risque. La conscience du risque, ça m'évite de me mettre dans des situations dangereuses, justement. Le danger, c'est quand tu ne sais pas que tu es en danger. Quand tu crois que tu peux mentir n'importe comment sur la toile. Mais je sais très bien, par exemple, qu'il y a des gens qui sont conseillers bancaires sur la toile. Vous imaginez un seul instant que vous avez quelqu'un qui est conseiller, je ne sais pas moi, dans l'une de mes banques. Il peut très bien aller consulter le solde de mon compte. Vérifier les entrées et aller regarder l'historique de mon compte. Hein. Mais imagine le gars tape là, Anango Serge. Il voit que sur mon compte, tous les mois, sur le RSA converse. Il prend ça, il balance en Woodson Filler. Moi, je suis mort. Je suis mort. Donc, les gars, ceux qui mentent, c'est ceux qui ne sont pas conscients, justement, du fait que tout se sait. Et les gens qui continuent de soutenir le mensonge, c'est parce qu'ils ne savent pas que on peut avoir des informations. Donc oui, il y a des gens avec qui il ne faut pas clasher. Surtout si tu clashes, ne mens pas. Dis la vérité. Ou alors reste en faux profil et tu balances que des affirmations qu'on ne peut pas réfuter. Oui, c'est très facile. Quand tu es en faux profil, tu viens dire je suis milliardaire. Comment je peux réfuter? Je ne peux pas réfuter, je ne peux pas dire que tu mens. Parce que je n'ai pas la preuve que tu mens. Je ne connais pas qui est derrière le profil. Comment pourrais-je dire que tu mens? Je n'ai aucun moyen de dire que tu mens. Donc quand vous voulez mentir, quand vous voulez clasher en mentant, les gars, soyez faux profil. Ne donnez pas vos identités sur la toile. Restez faux profil. Mais sachez qu'en France, tu ne peux pas dire que tu es propriétaire, ça ne se sait pas. Tu ne peux pas être docteur, ça ne se sait pas. Et quelqu'un ne peut pas mentir qu'il est ingénieur. C'est pas possible, les gars. C'est pas possible. Voilà. Donc, je suis arrivé à destination. Tu dis quoi de Claudel? Bah, Claudel Loubissi, c'est pareil. Mais Claudel Loubissi, je ne me suis pas intéressé à son affaire. Il faut savoir que Claudel Loubissi n'est pas en France, Mafouombi. Claudel Loubissi n'est pas en France. Donc, j'ai pas accès à ces éléments. Je ne peux pas te dire qu'est-ce qu'il est sauvable ou pas sauvable. Mais ceux qui sont en France, moi, c'est très facile. C'est un jeu d'enfant pour moi. C'est un jeu d'enfant pour moi. Donc, et je rappelle que quand un corbeau me donne des informations sur une Woodson, ce corbeau peut très bien aussi prendre mes informations et les donner à quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui l'en empêche? Qu'est-ce qui l'en empêche? C'est pas mon pote, le gars. C'est pas mon pote. Je pense que la plupart de mes ennemis sur Internet vont vérifier. Rappelez-vous quand j'ai été en garde à vue au commissariat pour un problème. Est-ce que c'est moi qui ai ramené ça sur la toile? Non. Parce que tu as des Camerounais qui sont dans la police et tu as quelqu'un qui a publié sur la toile. C'est comme ça. Et heureusement que je ne suis pas un menteur. Le mec qui a publié, j'ai dit oui, c'est vrai. Et alors? Je ne suis pas un menteur. Quand quelqu'un présente une preuve, moi, je ne vais pas mentir derrière. Si j'étais venu dire c'est faux, j'aurais eu des gens pour me soutenir. Hein, ça, il n'y a pas de problème. Vous avez toujours, quelle que soit votre posture, à un moment donné, vous avez toujours un camp qui est derrière toi à te défendre. Et prêt à te défendre mordicus. Donc, non. La personne n'avait pas présenté des éléments. La personne n'avait présenté aucune preuve. J'aurais pu nier. Et en présentant la preuve, elle se sera enfoncée parce que j'aurais utilisé ça contre elle. J'aurais pu nier et la pousser à la faute. Mais je ne l'ai pas fait. Donc quand vous venez mentir sur la toile, c'est parce que vous êtes juste naïf. Vous êtes juste naïf. Oui, il y a plein de gens qui mentent sur la toile, mais la plupart des gens qui mentent, ils sont faux profils. Regardez la meuf qu'on appelle Belle Bijou. La meuf de Pinterest. Hein. Regardez la meuf de Pinterest. Elle a menti. Et dès qu'elle s'est brouillée avec, comment elle s'appelle, avec sa meilleure pote, Ruby, la comédienne, bah, la vérité était dehors. Les photos qu'elle avait prises en prétendant que c'était chez elle, les photos qu'elle avait prises en prétendant que c'était sa voiture, bah, on les a retrouvées. Parce qu'avec des recherches inversées, vous retrouvez la source d'une image. Recherche inversée, hein. Vous ne savez juste pas faire, c'est tout. Si quelqu'un vous publie les images d'un endroit, avec la recherche inversée, vous pouvez prouver que la personne a pioché cette photo-là ailleurs. Donc oui, si on vous ment aujourd'hui sur la toile, c'est parce que vous voulez qu'on vous mente. Mais en général, aujourd'hui, c'est difficile de mentir. C'est pour ça que les enquêtes sont résolues assez rapidement. Il y a quelques enquêtes qui peuvent être mystérieuses. Voilà, ça et là. Voilà, ça arrive. Ça arrive encore. Mais sérieusement, la part des enquêtes non résolues aujourd'hui, elle est comme ça là. Par rapport à il y a 30 ans. C'est difficile de mentir aujourd'hui. Tu mens devant quelqu'un qui cherche l'information, il peut savoir. Donc quand vous êtes des menteurs,
continuez toujours votre travail et continuez toujours de soutenir le mensonge, vous prenez toujours le risque d'être ridicule à un moment donné. Donc je rappelle encore dans votre vie, donc c'est un conseil que je vous donne, quand vous faites une affirmation à un moment donné, vous devez être en mesure de démontrer que l'affirmation repose sur quelque chose. Quand vous affirmez un fait, ou vous demandez à l'autre de prouver le contraire, ça veut dire que vous-même vous ne croyez pas à l'affirmation que vous avez présentée. Vous êtes juste en train de vouloir faire travailler la personne en face. Et oui, quand quelqu'un est un idiot, elle va se mettre à vouloir prouver une affirmation. Non, non, non. Je vous ai déjà dit, quand je présente mes revenus, ce n'est pas pour répondre à une affirmation, c'est pour montrer déjà que, un, c'est possible. Ça, c'est la première chose, c'est pour montrer que c'est possible. Et les deux, c'est pour vous narguer, parce que je sais que ça vous fait mal. Je sais que ça vous fait mal, en fait. Quand toi, tu regardes ton compte, à la fin du mois, tu as reçu le SMIC. Et tu vois un gars qui est comme toi, qui a les mêmes origines que toi, qui gagne 20 fois ça à la fin du mois. Ouais, soit tu es quelqu'un qui se fait booster par les bonnes expériences. Et tu dis, ah ouais, si c'est possible, je vais me mettre aussi je vais travailler pour fructifier. C'est le cas des infirmières qu'on a vu témoigner sur ma chaîne, en disant qu'avant, elles travaillaient, se contentaient de 2000 €. Mais elles ont commencé à multiplier les activités. Aujourd'hui, elles signent 5000 €. Très bien. Soit tu es de ce genre-là, et tu es inspiré par ça, tu te mets à travailler. Soit tu es un loser, complètement loser du cerveau, qui ne croit pas en l'avenir, et qui est déjà défaitiste. Et oui, tu te mets à t'énerver. Il y a deux cas de figure. J'avoue que j'aime bien la deuxième catégorie, les gens qui s'énervent. C'est pour ça que je le fais. Mais je ne le fais pas pour répondre à une affirmation. Parce que si tu penses que ces revenus ne sont pas vrais, apporte la preuve. Je t'ai présenté un élément, démontre que ces éléments sont faux. Si tu ne peux pas démontrer que c'est un faux, ferme ta gueule. Tout ce que tu dis, c'est de la merde. Donc quand vous clashez à moi, ne croyez pas que vous clashez à des gens de 2 ans. Il y a des trucs que je réponds, des trucs que je ne réponds pas. Moi, tu me verras jamais venir dire, Woodson, tu es en HLM, prouve le contraire. Non. Je sais que tu es en HLM. Et comme je sais, je présente les éléments sur lesquels je m'appuie. C'est tout. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, la publication qui est juste avant la mienne, vous avez le bulletin de paye de son mari, vous avez les ATD. ATD, ça veut dire avis des tiers détenteurs. Ça veut dire que tu as une dette et le fisc saisit ton argent directement sur ton compte. C'est-à-dire que, comme on t'a dit, rembourse les cartes de transport scolaire de tes enfants, tu n'as pas remboursé, 44 € x 2, 88 € que tu as été incapable de payer. Normalement, tu as droit à 4-5 relances. Et au-delà de 4-5 relances, on fait ce qu'on appelle une ATD. On va directement saisir ton argent sur ton compte. Et si ton compte est solvable, on saisit ton compte. Si ton compte n'est pas solvable et qu'on voit que tu travailles, on va directement chez ton patron saisir. C'est ce qu'on appelle une ATD. Voilà. Donc, tu as une ATD pour 88 €, il faut se poser des questions, quoi. Je sais pas moi, si j'ai 40 € de facture quelque part, c'est que j'ai oublié de payer, c'est tout. Mais dès que je vois la facture, la dernière fois, là, hier quand je suis revenu du boulot, dans les courriers, j'ai vu une relance dans le laboratoire où j'avais fait des analyses médicaux. J'étais au téléphone, j'étais en réunion au téléphone. Et moi, j'ai vu ce courrier, j'ai donné à Magali, j'ai dit, règle ça. J'avais fait des... Bon, moi, je suis sujet à la goutte. Donc, j'ai fait des examens. Et on m'avait dit qu'on allait m'envoyer la facture, j'ai forget. Donc, il paraît que les gars m'ont relancé 2 fois. Donc, hier, quand j'étais au téléphone, pendant que j'étais en réunion, parce que quand je suis en réunion téléphonique au boulot, j'aime faire les 100 pas. J'aime bien que, quand je suis en réunion, je prends toujours la réunion sur mon téléphone, je me mets devant l'ordinateur que pour regarder ce qui est affiché, mais quand je parle et qu'est-ce que je parle n'a pas besoin d'ordinateur, je suis sur mon casque et je fais les 100 pas. Donc, en faisant les 100 pas, je suis arrivé devant le truc, j'ai vu un courrier, je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce double page là avec mon nom? J'ai vu que c'est le laboratoire d'analyse qui me relançait pour 40 balles. J'ai monté à ma gueule, je dis, mais comment ça se fait que tu n'as pas traité ça? Et je l'ai donné direct, elle a réglé ça pendant que j'étais au téléphone. Donc oui, ça peut arriver que tu aies 40 € que tu as oublié de régler. Enfin, quand tu as des relances, quand on en arrive à l'ATD, ça veut dire que tu as ignoré des relances. Hein. Les prises de sang avaient eu lieu le 21 mars. Voilà, c'était le 21 mars, donc il y avait 1 mois. Donc on n'est pas, on n'est pas au niveau où tu vas amener ça chez l'huissier, quoi. Mais toi, quand on arrive à l'ATD, ça veut dire qu'il y a eu au moins 8 mois de relance. 88 balles. 88 balles. Et toi, tu viens parler Samuel et tout, et tu as des gens qui te suivent en croyant que tu es digne de... Non, les gars, faut arrêter ça, les mecs. À un moment donné, faut arrêter le sabotage. Les gars, je sais que vous avez le goût de Samuel, je sais que vous avez mon goût. Mais quand même, ça me rappelle Kuhn. Vous étiez parti soutenir Kuhn quand il racontait... Quand vous soutenez quelqu'un contre moi, assurez-vous que la personne a un sens. Assurez-vous quand même. Donc oui, tu viens en HLM, il y a la preuve. Et les gens qui te soutiennent savent que c'est vrai. Ils ignorent la preuve. Quand ils voient la preuve, ils ne savent pas quoi dire. Laisse, tu ne dis rien de bon. Voilà, c'est tout ce qu'ils avaient. On appelle ça la dissonance cognitive. C'est la dissonance cognitive. À chaque fois qu'ils arrivent devant les preuves que je présente, ils disent, ah, tu ne dis rien de bon. Ça ne veut rien dire, ça. Tu ne dis pas. C'est comme si on te dit, il y a ton ADN chez la victime, tu dis au juge, tu ne dis rien de bon. Essayez de faire ça dans un tribunal. Tu vas aller en tôle. Essayez dans un tribunal. C'est la tôle directe qui t'attend. Mais au Cameroun, venez essayer ce genre de bêtises. Tu ne dis rien de bon devant une preuve comment? Ce serait la seule personne au monde à être propriétaire d'un HLM, les gars. Un HLM, ça appartient à un office d'HLM. Voilà. Ça appartient pas à une personne.
Il n'y a pas de privé qui construit. Il n'y a aucun privé qui construit sa maison pour mettre en HLM. Sauf s'il a des subventions de l'État. Ça veut dire que vous louez votre maison beaucoup plus bas que le marché. Vous êtes fou. Qui peut faire ça? Ce n'est même pas privé. C'est un office HLM. Voilà. Donc, c'est important. C'est important de montrer que tu es chômeur, de montrer que toi, tu as taxé mieux tôt. Alors que tu viens à quelqu'un qui gagne 1500 balles par mois, c'est important de le montrer aux gens. Donc, la publication qui précède cette vidéo, il y a tous les éléments là-dedans. Maintenant que la personne qui refute, tu refutes one by one. Je rappelle que, oui, le bulletin de paye, c'est quelqu'un qui m'a envoyé. Quelqu'un qui a ton dossier à la CAF. Tous ces éléments-là, c'est quelqu'un qui m'a envoyé. Mais il me l'a envoyé parce que tu m'avais mis... J'ai cru en ces éléments parce que tu m'avais donné des éléments pour y croire. La capture d'écran de ton compte où il y a un prélèvement rejeté de l'office HLM où tu habites. C'est dans le dossier. Vous regardez la capture d'écran, vous allez voir impayé, prélèvement Atlantique Habitat, impayé, prélèvement NJ. Et c'était 500 € pour une maison comme toi, tu payes pas 500 € par mois. Les 500 € d'NJ, là, c'était soit l'équilibrage, ou soit plusieurs mois d'impayés qu'ils ont voulu récupérer d'un seul coup. Dans tous les cas, tu ne payes pas tes factures, tu ne payes pas ton logement. C'est prouvé, c'est dans la publication qui précède cette vidéo. Le même document où c'est marqué que ton mari est manager en restauration rapide. Manager en restauration rapide, on sait ce que c'est. On a même des groupes WhatsApp et des groupes Facebook où ton mari intervient. Où ton mari intervient pour poser des questions en tant que manager. Donc, on a tous les éléments. C'est dans la publication précédente. D'accord? Donc, c'est important de la partager pour savoir qui parle de Samuel Eto'o. C'est quand même important, les gars, désolé. Qui parle de Samuel Eto'o, c'est important. Arrêtez de suivre. Cette personne, elle ne représente rien du point de vue intellectuel, mais malheureusement, force est de constater qu'elle a un poids parce qu'il y a toujours des chèvres qui la suivent. Donc, pas de problème. On met juste les preuves à votre disposition. Vous savez qui parle de Samuel Eto'o. Qui parle de Samuel Eto'o. Vous voyez, c'est ça qui est important. Donc, manager en restauration rapide, il n'y a aucun problème. Vous pouvez vérifier les salaires de manager en restauration rapide. Ça tourne autour de 1500 balles. Et le bulletin de paye que j'ai, c'est 1500 balles. On a le bulletin de paye, ton mari. Et donc, on a même le courrier que ton mari écrit à la CAF pour demander de faire une levée. On avait saisi ses allocations. Parce qu'il ne payait pas. Et il écrit à la CAF pour dire, pardon, les 300 € là, laissez-moi ça parce que je n'arrive pas à vivre sans ça. Je n'arrive pas à vivre sans ces 300 € là. On a déjà récupéré ça sur mon salaire directement. S'il vous plaît, faites une levée à la CAF. On a tout ça. C'est dans la publication. Ça corrobore les éléments que toi-même tu as publiés. C'est pas moi qui ai inventé que ton mari est manager en restauration. C'est pas moi, c'est toi qui as publié ça. C'est pas moi qui ai inventé que tu habites au Saint-Rue Anne-de-Bretagne, c'est toi-même qui as publié. Et donc oui, c'est très facile de savoir qui a ce logement-là. On est sur Internet, mon ami. Et c'est toi-même qui as vu la vidéo. Tu aurais pu très bien voir le statut de Samuel Eto'o, tu te tais, tu restes tranquille. Ça ne veut rien dire. En quoi ça voudrait dire que c'était en face de chez toi? Mais c'est toi qui as commencé à t'agiter, il n'a pas eu besoin de parler. Il a juste dit, je vais publier la photo, je vais mettre, et toi tu vas faire le reste. Et c'est ce que tu es en train de faire. Et c'est ça qui est intéressant. Il n'a pas eu besoin de parler. Hein. Regardez comment cette photo-là fait parler. C'est ça l'art de la communication. C'est pour ça que je vous dis qu'il mérite son titre de docteur. L'art de la communication, c'est de ne dire que ce qu'il faut. C'est de ne dire que ce qu'il faut. La photo à elle dit tout. Il n'y a plus besoin de rajouter, il n'y a pas besoin de rajouter une phrase. Tu rajoutes une phrase, pourquoi? Tu rajoutes une phrase, tu risques de pervertir le message. C'est ça qu'on appelle l'art de la communication. Il maîtrise la communication. Il n'a rien à dire. Hein. 2 ans que t'attaques, il n'a rien dit. Une photo, terminée. Et la photo, ça fait parler tout le monde. Les anti-étos et les pro-étos. La preuve, on est en train de parler, non? On est en train de parler de ça, non? On est en train de parler de quoi, là? Je suis en train de faire